What's up tout le monde, mon nom est Max Mollette, vous écoutez un qui existe. Cette semaine, c'est la semaine bleue. Je suis comme Pablo Picasso, je suis dans ma phase bleue. Donc vous allez voir en quoi ça consiste. Là, c'est excitant au bout. C'est des livres avec la page de couverture bleue. Là. Rien de tellement exceptionnel. Mais je vous parle de tout ça tout de suite après la musique d'intro qui commence live. Je commence par vous parler d'un très très long recueil de poésie de Nicolas Giguère qui s'appelle Freak Out in a Moon Age Daydream. Freak Out in a Moon Age Daydream, c'est un recueil de poésie pour lequel au préalable vous devez avoir beaucoup de référents culturels. Tout d'abord, le fil conducteur du recueil, c'est l'œuvre de David Bowie. Donc Nicolas Giguère s'est inspiré de l'œuvre de David Bowie pour construire son recueil. Donc si vous connaissez pas bien David Bowie, tout comme moi, vous allez peut-être passer à côté de plein de poèmes. Il y a également des références à Aimé Césaire, George Orwell, Bob Dylan, David Bowie, Jerry Boulet, Ozzy Osbourne, Nietzsche. Franchement, il y a beaucoup de contenu dans ce recueil de poésie-là. C'est, comme je l'ai dit, un très long recueil. Personnellement, j'aurais beaucoup coupé dans ce recueil de poésie-là parce que je trouve qu'il y avait beaucoup de poèmes qui n'étaient pas nécessairement bons, qui n'étaient pas nécessaires au bon déroulement de ce recueil de poésie-là non plus. J'ai pas vraiment aimé en fait ce recueil-là. À toutes les fois que j'étais sur le point de décrocher, il y avait un excellent poème qui arrivait puis qui faisait en sorte que je restais accroché au recueil. Mais honnêtement, si je regarde l'œuvre dans son ensemble, j'ai pas aimé ça. Puis j'aurais honnêtement vraiment franchement aimé ça, pouvoir aimer ça, parce que Nicolas Giguère a étudié au même cégep que moi, il a eu les mêmes enseignantes que moi. Donc je relate beaucoup à cet auteur-là. J'avais lu quelques passages de petites annonces et de queues que j'avais trouvé vraiment franchement bons. Puis je trouvais qu'en fait on venait finalement donner plus d'importance à l'œuvre de Nicolas Giguère parce que pour la première fois, je me trompe peut-être, mais c'était la première fois qu'il était paru chez une grande maison d'édition, soit le Cartanier dans le cas de Freak Out in a Moon Age Daydream. Si je me trompe pas, les autres livres étaient parus dans des maisons d'édition d'un peu moins grande importance. Fait que j'avais l'impression qu'en fait on venait enfin célébrer son travail, on venait lui donner ses lettres de noblesse. Malheureusement pour moi, Freak Out in a Moon Age Daydream, ça passe un peu à côté de la track. Je pense que c'est vraiment une question de volume. Comme je l'ai dit, moi j'aurais coupé énormément dans ce recueil de poésie-là. C'est mon impression à moi, mais comme je vous dis, j'avais pas tous les référents pour apprécier cette œuvre-là à sa juste valeur. Donc est-ce que c'est de ma faute en tant que lecteur ou est-ce que c'est un problème d'édition ou d'écriture? Ça reste à voir, mais pour ma part, Freak Out in a Moon Age Daydream, c'est pas une suggestion que je ferais à personne. Je vous parle maintenant de La Nef des Sorcières. C'est une pièce de théâtre écrite collectivement en fait par 6 femmes en 1976, soit 2 ans avant la parution ou la mise sur les planches de Les Fées ont soif. À l'époque, c'était une grande période pour le théâtre féministe au Québec. Et ça se ressent avec La Nef des Sorcières. C'est 6 monologues en fait qui sont joués par les personnes qui ont écrit les monologues. C'est bon, il y a des très bons textes. Je pense entre autres à celui de Marthe Blackburn que j'ai adoré. Ça a été vraiment un gros coup de cœur pour moi ce texte-là. Les autres textes sont somme toute assez bons, mais il n'y a rien qui accote ce texte-là de Marthe Blackburn qui est vraiment exceptionnel. Ne serait-ce que pour ce texte-là, je vous conseillerais ce livre-là. J'embarque pas nécessairement plus en profondeur
dans mon analyse. C'est vraiment 6 monologues. On a donc 6 personnages différents qui n'ont aucune connexion les unes avec les autres. C'est vraiment, on écoute leur expérience en tant que femme, on écoute les traumas qu'ils peuvent avoir vécu, on écoute ce qu'il y a de beau et de laid dans leur vie de femme. Donc la Nef des sorcières, c'est assez intéressant. C'est surtout intéressant de prendre en considération dans quel contexte socio-historique ça s'inscrit. Comme je vous dis, c'est à une période où est-ce qu'il y avait un grand essor du théâtre féministe au Québec. Est-ce que ça a eu une influence sur Denise Boucher, sur Les Fées ont soif? Probablement. On parle de statut, donc il y a cette idée-là qui revient un peu avec la pièce de Denise Boucher. Donc définitivement, La Nef des sorcières, je vous le conseille. Je vous conseille à tout le moins d'aller lire le texte de Marthe Blackburn. Si ça vous tente pas de lire la pièce au complet, allez lire ce texte-là. Sérieusement, c'est vraiment sublime. C'est du bonbon. Donc La Nef des sorcières, je vous le conseille. Et je termine ça avec le dernier livre bleu de la semaine, c'est Le Retour de l'enfant prodige. J'ai nommé Jean-Philippe Barry-Guerrard et son livre Manuel de la vie sauvage. J'ai beaucoup aimé Manuel de la vie sauvage. En partant, j'adore Jean-Philippe Barry-Guerrard. Je trouve que c'est vraiment... c'est pas sarcastique du tout quand je dis que c'est l'enfant prodige de la littérature québécoise. Je trouve que cet homme-là a tout pour lui, vraiment. En partant... Jean-Philippe Barry-Guerrard, ce qu'il fait, c'est des grands travaux de recherche. Donc, il se plonge sur un domaine. On en avait parlé avec Royal, qui parle du barreau, puis des examens dans la faculté de droit. On en a parlé également avec Haute Démolition, dans lequel il parle du milieu de l'humour. Dans le cas de Manuel de la vie sauvage, il se plonge sur les startups, sur l'industrie technologique au Québec. Donc c'est l'histoire d'un personnage qui fonde sa propre société de technologie. Puis on voit tout son parcours en fait, qu'est-ce qui l'a amené à réussir. Sa business à lui en fait, c'est à la base des robots conversationnels qui servent au service à la clientèle tout simplement, des compagnies comme TELUS ou des compagnies dans le genre. Ce qu'il veut en fait, c'est de rendre l'expérience d'un chat avec une intelligence artificielle aussi réaliste que possible. À un certain moment, il engage une actrice qui va venir faire une voix pour la publicité de son application et c'est cette actrice-là qui va lui donner l'idée de construire des robots conversationnels qui vont être capables en fait d'imiter complètement la personnalité d'une seule personne, de sorte à ce qu'on puisse créer un robot conversationnel qui pourrait aider pour le deuil. Donc une personne décédée pourrait se voir revivre virtuellement grâce à cette application-là. Et ça fonctionne, c'est une bonne idée. Donc c'est adopté par plusieurs utilisateurs. On voit les hauts et les bas de cette compagnie-là. C'est super intéressant parce que Jean-Philippe Barry-Guerrard reprend un peu les thèmes avec lesquels il est habitué de travailler, c'est-à-dire le pouvoir, les dynamiques entre les différents individus, l'échelle sociale, l'argent. Donc c'est toutes des choses qui sont propres à l'univers de Jean-Philippe Barry-Guerrard. J'ai trouvé ça vraiment intéressant pour ça. Ce que j'aime beaucoup avec Jean-Philippe Barry-Guerrard, c'est également la narratologie. Dans le cas de ce livre-là, ça se manifeste dès l'incipit. Il nous dit « Vous avez acheté ce livre parce que vous voulez gagner ». Donc ce livre-là qu'on a entre les mains, c'est très méta. C'est comme si c'était en fait le livre de conseils d'affaires du narrateur qui est aussi le protagoniste, alors qu'on est dans la fiction. Donc ça vient vraiment en fait jouer avec l'idée de la fiction parce que on sait qu'on a acheté un objet physique qui est le livre Manuel de la vie sauvage. On sait que c'est une fiction de Jean-Philippe Barry-Guerrard, mais cette première phrase-là nous donne l'impression en fait qu'on n'est pas en train de lire le livre de Jean-Philippe Barry-Guerrard, mais qu'on est plutôt en train de lire le livre du protagoniste. Donc c'est assez intéressant pour ça parce que le caractère autoréférentiel, justement le fait que le livre se dise un livre, ça vient inscrire la fiction dans la réalité. C'est le genre de truc que j'apprécie beaucoup avec Jean-Philippe Barry-Guerrard parce qu'il sait très bien jouer avec les mécaniques littéraires. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre-là.
Une autre chose que j'ai aimé avec Manuel de la vie sauvage, c'est que ça leur a été facile de nous peindre le portrait d'un homme d'affaires véreux qui a aucune valeur, qui veut écraser tout le monde sur son passage, mais il a choisi de pas emprunter ce chemin-là, puis plutôt en fait de nous présenter un homme qui avait à la base des bonnes intentions, mais qui est peut-être un peu dépassé par son succès. Puis au final, je pense qu'on se rend compte que les valeurs de cet individu-là sont vraiment bonnes. C'est pas... Ben vraiment, sont bonnes. C'est pas quelqu'un de profondément méchant. Donc ça, j'ai aimé ça que Jean-Philippe Barguera ne tombe pas dans la facilité. Parce que homme d'affaires souvent égale trou de cul. Puis c'est effectivement souvent le cas, mais il y a des exceptions. Autre chose que j'ai beaucoup aimé avec Manuel de la vie sauvage, c'est un petit clin d'œil à Royal qui, si je ne me trompe pas, est paru plus tard. Il y a un personnage dans Royal qui se fait appeler tout au long du livre le Fif péquiste. C'est un des personnages qui étudie au barreau. Il y a une potentielle interfictionnalité en fait avec Manuel de la vie sauvage parce qu'il y a un personnage qui revient, qui est un péquiste, qui a étudié au barreau mais qui est rendu relationniste de presse. Je me suis demandé est-ce que avec ce petit clin d'œil-là, Jean-Philippe Barguera essaye de tisser peut-être une toile entre tous ses œuvres. Je vous dis tout de suite, j'ai eu la réponse parce que tout de suite après avoir fini Manuel de la vie sauvage, j'ai tellement aimé ça que j'ai été me chercher sport et divertissement, pardon. Et il y a deux personnages de Manuel de la vie sauvage qui sont présents en fait dans Sport et divertissement, qui est le premier livre de Jean-Philippe Barguera d'ailleurs, écrit en 2014. Donc définitivement, je pense que Jean-Philippe Barguera, subtilement parfois, d'autres fois non, tisse un monde, un univers dans lequel tous les personnages sont interreliés. Ça renvoie à cette idée qu'on est proche de connaître tout le monde sur la Terre. Même si c'est des milieux qui sont complètement différents, l'humour, le milieu du droit, les startups technologiques et dans le cas de sport et divertissement, les comédiens-comédiennes, ben on se rend compte en fait que l'univers est petit puis que tous ces gens-là se côtoient ou du moins sont sur le point de se côtoyer. Ils ont des amis en commun. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Honnêtement, Jean-Philippe Barguera, c'est un génie. Je vous conseille ces livres parce qu'ils sont faciles à lire, ils sont accessibles, c'est toujours intéressant. On sent vraiment le travail de recherche que Jean-Philippe Barguera fait. Maudit que j'ai répété son nom souvent. Ne serait-ce que pour le côté narratologique, ça vaut la peine de se plonger dans ces livres-là. Mais définitivement, vous allez avoir des gros coups de cœur en lisant ces livres. Personnellement, ça fait même que j'ai peu envie de continuer à lire en ce moment parce que j'ai lu coup sur coup Manuel de la vie sauvage et Sport et divertissement, puis j'aime tellement l'univers que Jean-Philippe Barguera crée que j'ai envie d'être plongé à 100% dans cet univers-là constamment. J'ai pas envie d'aller lire des livres qui vont m'apparaître comme étant décevants face à ces livres-là qui sont, selon moi, vraiment l'œuvre d'un génie. Donc je ne fais pas de section suggestion de la semaine parce que pour moi c'est évident que c'est Manuel de la vie sauvage. C'est un livre sublime, vous allez capoter sur ce livre-là. Allez lire Jean-Philippe Barguera, chacun de ses livres vaut la peine. C'est franchement vraiment bon. Donc c'est ma suggestion de la semaine. Allez quand même lire La Nef des sorcières, plus particulièrement le texte de Marthe Blackburn. Marthe. Vous serez pas déçus non plus. Mon nom est Maxime Ouellette. Vous avez écouté un shit qui existe. Et je l'ai dit. Peace out. Bonne lecture.